Déjà, la peur, c'est très utile. La peur, moi, je dis que c'est un peu comme la gravité. S'il n'y avait pas la gravité, en fait, ce monde-là n'existerait pas. Le monde physique n'existerait pas. La peur, c'est un peu la gravité émotionnelle. Elle est là pour nous structurer émotionnellement. Mais si on attend de ne plus avoir peur pour agir, en fait, c'est impossible. Il y a un idéogramme chinois, l'idéogramme de crise. En fait, il contient justement ces deux vertus. Une crise, c'est une difficulté, mais c'est aussi une opportunité. C'est dans les périodes les plus dures qu'on a vu aussi les plus belles choses, en fait. Il y a toujours ces deux notions. Tu peux pas séparer l'un de l'autre. Enfin, le soleil, il essaye pas d'être autre chose que le soleil. Un arbre, il essaye pas d'être autre chose qu'être un arbre. Nous, on est la seule espèce qui essaye d'être autre chose que ce qu'il est. On lutte contre nous-mêmes. Enfin, c'est assez terrible. Et quelque part, on empêche l'autre d'avoir l'opportunité de nous voir. On empêche le monde de profiter de ce qu'on est. 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Je suis Chloé, je suis ingénieure, curieuse et multipassionnée de tout ce qui touche au vivant. J'ai donc décidé de créer un nouveau métier, vivantologue. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de ces humains badass qui, par passion et ou par profession, protègent ce précieux vivant. Le vivant en soi et le vivant sur cette planète. Ils nous aideront à comprendre les grands enjeux actuels, nous donneront des clés d'action et surtout l'envie d'avoir envie. Si un peu. Et surtout l'envie de nous engager nous aussi en faveur de la construction d'une nouvelle société plus vivante et vibrante, car nous avons tous un rôle à jouer. Bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Millet. Nicolas, c'est un thérapeute passionné des humains et des relations. Ça se sent tout de suite. Il a ce regard qui pétille quand il vous explique nos névroses d'humains et nos ruses adaptatives. Il a également ce talent de vous cerner très rapidement. Avec Nicolas, pas de mensonge à soi, on va droit au but. Nous avions à peine passé plus de 10 minutes à échanger qu'il me regarde droit dans les yeux et qu'il me dit « Elle vient d'où cette tristesse ?» Pour tout vous dire, ça fait une douzaine d'années que je squatte les canapés de thérapeute avec la même obsession de me guérir. Guérir quoi, je ne sais pas, mais j'ai toujours pensé que quelque chose clochait en moi. Alors, en entendant ces mots, mon premier réflexe a été de me dire « Punaise, je ne vais donc jamais y arriver ». Cette même semaine, le hasard, mais vous savez que je n'y crois pas, a fait qu'on m'a fait découvrir la symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Dans cette chanson, elle dit « Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens au rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. » Je crois de plus en plus qu'il n'y a rien à guérir en nous, ou tellement peu. Il y a surtout tout à aimer. Et si cette tristesse que j'ai longtemps portée comme un fardeau et dont je ne connaîtrai peut-être jamais l'origine, héritage de mes chers ancêtres ou chagrin de mon cœur d'enfant, et si cette tristesse était mon plus beau joyau? C'est sans aucun doute grâce à elle que je m'obstine à rallumer le feu en chacun de nous et que protéger ce qui reste de vivant m'anime tant. 5 tout petits mots prononcés au bon moment qui m'ont réconcilié avec cette partie de moi. C'est ça la magie de la thérapie. Avec Nicolas, on a donc parlé de tout ça, d'aimer nos ombres et nos imperfections pour oser montrer ce qui déborde de nous. On a également parlé de détachement, d'aimer ce qui est et de bonheur. Bref, c'était passionnant et libérateur. J'espère que l'épisode vous donnera l'impulsion de déployer vos ailes, mais pour commencer, je laisse Nicolas se présenter. Alors, se présenter, moi je m'appelle Nicolas Millet. J'ai toujours du mal à me présenter, enfin toujours, depuis un petit moment, parce que avant, tu vois, c'est beaucoup de choses qu'on faisait. Tu te présentes selon ton âge, selon ton identité sociale, selon etc. Maintenant, j'ai beaucoup de mal. Alors moi, ce que j'aime dire maintenant, c'est que je suis juste moi. Je t'aide pas, hein, d'entrée pour commencer. Pas vraiment. Alors, ce que je peux te dire pour t'aider, c'est que j'ai commencé en tant que professionnel comme kiné et ostéo, et que depuis quelques années, je fais de l'hypnose. Voilà. Et peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a fait venir à l'hypnose depuis ta formation de kiné J'ai toujours été passionné par l'autre, en fait, et par la relation humaine, et par comprendre comment l'autre fonctionnait pour comprendre comment moi je fonctionnais. Et j'ai commencé par un abord physique avec la kiné. Et puis très vite, je me suis trouvé limité parce qu'en kiné, on regarde les choses de façon très segmentaire. Et un corps, c'est pas juste des segments, c'est un ensemble. Ce qui m'a amené à l'ostéopathie. L'ostéopathie m'a ouvert à une vision un peu plus globale du corps, voire même au-delà avec certains ostéopathes. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais comme Pierre Tricot, qui a une vision très dialogue avec le corps. Et ce dialogue avec le corps qui passait par les mains, j'ai eu envie de l'élargir un peu plus pour accéder à la dimension émotionnelle, psychologique, etc., etc.
En préparation d'interview, je pose toujours à peu près la même question, à savoir qu'est-ce qui te semble, selon toi et tes expertises, hyper important de vulgariser. Et tu m'as répondu qu'il te semblait hyper important de parler des relations. Relations à soi, aux autres et au monde. Tu as complété, c'est souvent par la relation qu'on a été blessé, et c'est souvent par la relation qu'on peut se soigner. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as compris des humains en disant ça aujourd'hui ? En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que tout est relation. À partir du moment où on existe, il y a un, donc ça veut dire qu'il y a un autre. Donc tout va être relation à l'autre. Quand on vient au monde, on n'est pas fini en fait. Donc on a besoin de l'extérieur, on est dépendant de l'extérieur. Bizarrement, en fait, nos premières relations, que ce soit avec nos parents ou autres, on se rend compte psychologiquement, émotionnellement, qu'elles vont avoir un énorme impact sur nous. Ces relations, elles vont créer nos systèmes d'attachement, elles vont créer nos systèmes comportementaux, on va avoir des profils plus anxieux, des profils plus évitants ou autres. Donc ces premières relations vont avoir tendance à nous blesser et à créer chez nous des comportements, des règles du jeu en fait. Et par ces blessures en fait on va avoir tendance, si on reste un peu dans ces systèmes-là, mécaniques pour le coup, à reproduire ces choses-là, à reproduire ces blessures. C'est comme si on voulait les reproduire pour quelque part trouver une solution. Et sauf que bien souvent on passe pas le cap de la solution, de faire autrement. Et puis pareil, pour se connaître en fait, comment je peux me connaître sauf à me regarder à l'extérieur ? Si je veux me voir, il faut que je me regarde dans un miroir. En fait, tout ce qui est autour de moi est à l'image de moi quelque part. Donc forcément la relation est partout. Que ce soit avec un être humain, ou que ce soit avec la nature, ou que ce soit avec... peu importe ce que je vois autour de moi, c'est un reflet de quelque part de moi. Comme un miroir. Donc tout est relation, et donc les blessures que j'ai eues, c'est que comme ça que je vais pouvoir les guérir en fait. Donc la relation est potentiellement traumatisante, blessante, etc. Mais comme toute chose, elle a le double potentiel, elle a aussi le potentiel inverse, donc de guérison. Moi, ça me passionne les relations en effet, et notamment la relation à soi, puisque je trouve que beaucoup de choses partent de soi. Et après, tout est le reflet finalement de ce qui se joue à l'intérieur de nous. En tout cas, c'est ma croyance. Ça ressemble à quoi une relation bancale avec soi et les autres ? Et est-ce que c'est égoïste de prendre soin de soi ? Ouais, la relation à soi, tu vois, c'est un peu comme je te disais sur une lésion ou une dysfonction en ostéopathie. En fait, c'est un refermement. Je me coupe de l'extérieur. Mais en me coupant de l'extérieur, je vais projeter justement mes blessures, mes angoisses, mes inconscients en fait, mes névroses, mes ombres. Je vais les projeter partout autour de moi. Donc en fait, en ne voulant pas être en relation à moi, je vais être que en relation à moi. C'est justement très égocentrique en fait. Quand je suis blessé et que je vais être très égocentrique, je vais me projeter partout à l'extérieur. Et comme je t'ai dit, je vais projeter mes blessures en fait. Donc je vais voir le mal partout et je vais me retrouver victime de ce mal. La mauvaise relation à soi, c'est se projeter partout. C'est l'inverse d'une bonne relation à soi où finalement je réintègre ce que je suis et je peux rentrer en communication avec l'autre. Tu vois, c'est vraiment le côté, comme la dysfonction en ostéopathie, si je me referme, je suis partout en fait, je suis auto-centré. Alors que si je suis en communication, si je vais bien, je retrouve l'harmonie avec tout ce qui m'entoure. Je retrouve la communication avec tout ce qui m'entoure. Je peux voir l'autre en fait, parce que je sais ce que je suis. Alors qu'à l'inverse, la mauvaise relation à soi, c'est en se fuyant, je me vois partout. C'est vraiment le côté narcisse qui se regarde dans le lac et qui ne voit que ça, en fait. Et aussi le fait, peut-être, tu me dis, le fait de croire qu'il y a des manques en moi, je dépends en fait de l'extérieur et je donne cette responsabilité à l'extérieur de me compléter. C'est là où en fait il peut y avoir des déséquilibres entre tout le monde. Ouais. Justement, quand j'ai des manques en moi, conscients ou inconscients, moi je parle d'estime de soi. Si j'ai une mauvaise estime de moi, l'amour c'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie. Que j'ai 6 mois ou que j'ai 80 ans, l'amour c'est pour moi un des besoins fondamentaux, avec la sécurité et avec la reconnaissance. Si j'ai une mauvaise estime de moi, c'est comme si je disais je ne vaux pas la peine en fait, je vaux pas grand chose et donc forcément le cerveau fonctionne par cohérence. Si je vaux pas grand chose, je ne peux pas avoir grand chose. Ça donne les gens à qui je sais pas, tu vaux pas grand chose, on va te faire un compliment, on va te prêter une bonne intention ou quelque chose, tu vas le refuser en fait en disant ouais arrête, ça me gêne, ou il attend quelque chose de moi. C'est là où je disais c'est la règle du jeu qui est inscrite à l'intérieur de moi, parce qu'une relation m'a blessé. En fait l'enfant il a pas la capacité de se dire c'est pas de ma faute. Tout ce qui va lui arriver, il va se dire
c'est moi, je suis le centre de ça, je suis le responsable de ça, je suis le coupable de ça. Donc peu importe ce qui vit, ça peut être des choses terribles comme des choses très légères. Je te l'avais dit quand on en avait discuté, mais ne serait-ce que la naissance d'un autre enfant après moi. Quelque part, l'enfant peut se dire, je suis tellement pas assez bien qu'ils ont eu besoin de faire quelqu'un d'autre. Et cette règle du jeu qui va s'inscrire en moi, cette mauvaise estime, va faire que je vais avoir besoin de l'amour extérieur, je vais être dépendant de l'extérieur pour me remplir, mais je vais le refuser, donc je vais le nourrir d'une autre façon avec le toxique. Et c'est là où je te disais, je vois le mal partout autour de moi. Ça va être les relations qui vont être toxiques, ça va être mes addictions, ça va être toutes ces choses-là, parce que l'estime ou l'amour, j'en ai besoin en fait. On a tous besoin d'amour. Tu disais en préparation qu'on vient à faire du commerce avec l'extérieur et que l'extérieur devient nos dealers de doses d'amour. J'aimais bien cette image. J'ai une croyance que nous sommes dans une période où l'humanité a la possibilité, la chance, tout du moins en France, voire la nécessité d'être audacieux pour réinventer nos sociétés. Et souvent, c'est la peur de ne pas réussir qui nous paralyse, et peut-être aussi notre cerveau inconscient qui déteste un peu le changement. Et un des buts des vivantologues, c'est de donner envie d'oser aux gens, même si on est imparfait, même si ça paraît bizarre, même si c'est hors modèle de réussite actuelle, même si on a peur, même si on risque de se sentir vulnérable. Bref, souvent on n'ose pas sauter le pas parce qu'on craint le regard des autres. On est nombreux à se faire beaucoup de mal pour ça, à essayer de paraître successful aux yeux des autres. Nicolas Millet, ça prend racine où cette peur du regard des autres? Quelles sont les pistes pour apaiser cette peur et y aller quand même? Là, le regard des autres, c'est justement, comme je te disais, on a besoin d'amour, on a besoin de sécurité, on a besoin de reconnaissance. Ça va être lié aussi à nos premiers attachements où on est reconnu et on est identifié si on se comporte d'une certaine façon, si on une espèce de loyauté à notre système familial, à notre système culturel, et donc on va s'attacher quelque part, où on nous propose de s'attacher à cette identité et à ce qui est bien et à ce qui est mal. Donc quelque part, on va vouloir coller à cette image de réussite ou d'être bien en fait. Parfois à contrarier complètement ce qu'on sent à l'intérieur de nous. C'est un petit peu, je donne un exemple un peu différent, mais il y a eu des générations de gauchers contrariés. Aujourd'hui, sans parler d'être droitier ou gaucher, il y a plein de choses sur lesquelles on est contrarié en fait. Parce qu'il faut faire bien pour l'extérieur ou selon une espèce de chemin tracé, mais qui ne nous correspond pas forcément. Tu sais, c'est le jeu des enfants avec des formes où il faut faire rentrer des pièces dedans. Et en fait, si on a la chance d'avoir une forme qui correspond, c'est ok. Mais si t'as pas la forme qui correspond, on va se faire mal jusqu'à essayer de rentrer dans cette forme-là. Alors que moi, ce que je propose, c'est que plutôt que de m'adapter à la forme, c'est de créer l'univers et la réalité qui convient à celle que je suis, en fait. C'est complètement différent. Et pourquoi on a peur? Déjà, la peur, c'est très utile. La peur, moi, je dis que c'est un peu comme la gravité. La gravité, elle est partout, elle est là autour de nous. S'il n'y avait pas la gravité, en fait, ce monde-là n'existerait pas. Le monde physique n'existerait pas. La peur, c'est un peu la gravité émotionnelle. Elle est là pour nous structurer émotionnellement. Mais si on attend de ne plus avoir peur pour agir, en fait, c'est impossible. Et comme la gravité, si parce qu'il y a la gravité et tu pourrais tomber, tu restes couché dans ton lit, ok, ce serait confortable, ok, ça ne te demande pas d'énergie, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pas grand-chose en fait. Et la peur, c'est la même chose. Bien sûr, tu peux tomber, mais tous les matins, tu te lèves et tu te poses pas de questions. Et si au contraire, tu restais alité, très vite, tu mourrais, tu te démusclerais et autres. La nature, elle s'adapte, elle crée ce qu'il faut pour s'adapter à la contrainte. La peur, c'est pareil. Donc c'est de commencer par traverser des petites peurs, c'est des peurs qui passent quand on les traverse. Et on va développer les structures émotionnelles et psychologiques qui vont dépasser et nous permettre d'aller encore plus loin. Mais il faut être prêt à ne pas correspondre à une image, faut être prêt à trahir, faut être prêt à trahir des loyautés, faut être prêt à trahir des systèmes familiaux ou autres, faut être prêt à croire surtout que les gens m'aiment ou m'aimeront pour ce que je suis et pas pour ce que je représente. Mais ça ne peut que commencer si moi déjà j'aime ce que je suis. Je peux pas demander aux autres d'aimer ce que je suis si moi je suis le premier à pas le faire. Donc c'est toujours commencer par là, commencer par moi j'aime ce que je suis. Et ensuite j'apprends, je m'exerce à montrer ce que je suis à l'extérieur, à oser être, à réaliser qui je suis. Réaliser dans le sens laisser être, laisser faire ce que je suis. Et c'est là où tu peux traverser la peur. Si t'attends qu'il n'y ait plus de peur, c'est comme si je disais tiens je me lèverai quand il n'y aura plus de gravité en fait.
J'adore tes images. J'avais une autre question un peu sur ce même thème. Comment fait-on pour accepter d'être imparfait et s'aimer quand même? Peut-on aimer nos failles et nos ombres? Mais c'est ultra important d'aimer nos failles et nos ombres. Sinon, on s'aime qu'à moitié. Parce que l'individu représente l'ensemble de la nature. On est la nature. Et définir le bien, le mal, c'est une vision extérieure. Je t'avais donné l'exemple et je le redonne là, du feu. Le feu, ça peut construire, le feu, ça peut détruire, ça peut chauffer un repas ou ça peut détruire des hectares de forêt. Est-ce que tu peux dire que le feu, il est bien ou le feu, il est mal? Le feu, il est bien et mal. Comment tu peux... Qui détermine que ce que tu fais, c'est bien ou c'est mal? Donc encore une fois, depuis quelle position je me place pour me dire ce que je fais là c'est bien, ce que je fais là c'est mal, ce que je suis c'est bien, ce que je suis c'est mal. Et souvent les gens rejettent une partie d'eux-mêmes et c'est ce qu'on appelle ou ce que Jung appelait les ombres en fait. On rejette une partie de nous et c'est ces névroses et ces ombres qu'on va projeter à l'extérieur et qu'on va voir partout. Et tant qu'on n'ose pas les rencontrer, en fait on les voit partout et on les reproduit, on les fuit, on est dans un système de peur. C'est pour ça aussi, tu vois, tu disais, on est dans une période d'humanité où on a la chance de... Il y a un idéogramme chinois, l'idéogramme de crise. En fait, il contient justement ces deux vertus. Une crise, c'est une difficulté, mais c'est aussi une opportunité. C'est dans les périodes les plus dures qu'on a vu aussi les plus belles choses, en fait. Il y a toujours ces deux notions. Tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. C'est impossible. Ouais. J'aime bien aussi dire que souvent on s'attache à des traits de personnalité positifs, mais en fait si elles existent en nous, c'est qu'il y a forcément l'opposé, qu'elles peuvent pas exister sans leur contraire. Et c'est ça le paradoxe qui me fascine le plus en ce moment, c'est que souvent on a peur de ne pas être aimé pour qui on est vraiment, et donc on joue des rôles, on se travestit, alors qu'au final moi je trouve que ce qui est le plus beau et ce qui est le plus précieux pour l'humanité, c'est quand on expose qui on est vraiment. On est un peu la seule espèce ou la seule entité qui essaye de ne pas être elle-même, en fait. Quand tu vois un arbre, le soleil, il essaye pas d'être autre chose que le soleil. Un arbre, il essaye pas d'être autre chose qu'être un arbre. Un oiseau, il essaye pas d'être autre chose qu'un oiseau. Nous, on est la seule espèce qui essaye d'être autre chose que ce qu'il est. On lutte contre nous-mêmes. C'est assez terrible. Et c'est là où on voudrait que les autres nous réparent, on voudrait que l'extérieur nous répare, mais on est le premier juge de nous-mêmes. On voudrait que les gens ne nous jugent pas, mais c'est nous qui nous jugeons. Et quelque part, on empêche l'autre d'avoir l'opportunité de nous voir. On empêche le monde de profiter de ce qu'on est. Alors que, il nous est rien demandé d'autre. J'adore. Encore une question à propos de cette relation à soi, parce que je pense que c'est vraiment stratégique de revenir à soi de façon sécure pour pouvoir aller vers l'extérieur. Souvent, quand on n'a pas beaucoup d'estime de soi, on a tendance à tout donner à l'extérieur, c'est ce qu'on a dit, pour recevoir notre dose d'amour qu'on est incapable de se donner. Comment on fait dans ce cas-là pour poser des limites? Est-ce que poser des limites, c'est être une mauvaise personne? Pas du tout, au contraire. Moi, je trouve que poser des limites, c'est permettre à l'autre aussi de se positionner. Sans donner de limites, en fait, il n'y a pas de j'existe pleinement et tu peux exister pleinement. Sans donner de limites, l'autre va même devenir parfois le coupable alors qu'il n'a rien demandé. Quelqu'un va te blesser dans un mot ou autre s'il ne sait pas que tu lui as fait mal. Si tu n'as pas posé tes limites, comment il peut savoir qu'il est chez toi, en fait? Comment il peut savoir qu'il te blesse? Et ça donne des situations où l'autre se retrouve affublé d'un terme de coupable et ça va exploser dans une crise alors qu'il ne le sait même pas. Comment je peux dire tu ne me respectes pas si je t'ai pas dit ça tu peux et ça tu ne peux pas? C'est impossible. Et c'est là où les gens créent des malentendus ou autres en disant il me respecte pas, il devrait savoir, elle devrait savoir que ça se fait pas, ça se fait pas. La normalité, ça veut rien dire la normalité. C'est normal pour qui? La normale c'est une statistique, mais une statistique il y a des extrêmes. Qu'est-ce qui est normal pour l'un et pas normal pour l'autre? Qu'est-ce qui en fonction de ton histoire est bien pour toi et pas bien pour l'autre? Parfois moi j'ai des gens, et je fais très attention à ça, t'as des gens qui ont été traumatisés, qui ont vécu des agressions physiques, sexuelles. Un simple contact physique, même de gentillesse ou autre, peut être perçu par l'autre comme une agression parce que ça lui rappelle quelque chose ou autre. Je suis qui pour dire « Oh, tu réagis mal ?» En fait, mais si lui me le dit pas, je peux pas anticiper. Donc poser ses limites, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ça va dans moi, ma responsabilité de poser les miennes, mais aussi dans la responsabilité de demander à l'autre ses limites. C'est toujours, il n'y a pas un bon, un méchant ou autre. De la communication, de la relation. Ne pas faire que ce que je crois est normal et que tout le monde doit penser pareil. L'autre peut être complètement différent. Ça n'existe pas la normalité.
Ouais, merci beaucoup. J'avais écouté une interview de Camille Etienne, qui est une activiste du climat. Je te l'avais dit, moi, mon dada, c'est un peu l'écologie, mais j'aime beaucoup aussi comprendre l'humain et faire l'interaction entre les deux. Et donc, j'avais écouté une interview de Camille Etienne par Lorraine Bastide du podcast La Poudre, qui disait qu'un des meilleurs conseils qu'on lui avait donné, c'était « Oubliez-vous un peu vous-même ». Et elle ajoutait « J'ai pas envie de m'aimer d'abord avant d'aimer le monde. Moi, j'aime le monde ». Est-ce que cette recherche de relation à soi, qui semble être la quête quand même de notre époque, est incompatible avec l'écologie? Pas du tout, bien au contraire. Moi, dans cette phrase, quand j'entends « oubliez-vous un peu », j'entends le côté « oubliez votre ego, justement ». Oubliez de faire pour vous, c'est-à-dire d'être dans cette relation auto-centrée ou égocentrée, d'obtenir quelque chose de l'extérieur. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, dans le sens que donnez à l'extérieur. Mais je peux pas donner ce que j'ai pas, entre guillemets. Donc, dans l'acte de se donner à l'autre ou de se tourner vers l'autre, c'est offrir ce que je peux offrir, en fait. Donc, pour moi, ça va dans le sens de la relation à soi. Ça va dans le sens là. Après, c'est toujours pareil, c'est que les mots ont une forme et ont un fond. Et c'est je t'en avais parlé. Il y a des gens qui vont agir, soi-disant pour l'écologie ou pour l'extérieur, mais qui en fait, justement, pour nourrir cette image autocentrée de « je fais bien les choses ». Et on est passé, je t'avais dit, on est passé d'un ego matériel à un ego très spirituel, mais on pourrait aussi dire qu'on est passé à un ego très écologique, en fait. Et pour moi, c'est une forme et ça n'a rien à voir avec le fond. T'as des gens qui vont avoir cette forme d'ego écologique qui vont du coup rester dans des clichés de ça c'est bien, ça c'est mal et qui vont définir le bien et le mal. Et ça va créer les oppositions parce que du coup je veux convaincre l'autre en fait que c'est moi qui ai raison parce que je veux pas être celui qui a tort. Donc je vais avoir des positions de compétition et pour moi on reste dans l'ego en fait. Quand tu travailles ta relation à toi, quand tu apprends à t'aimer et justement tu t'ouvres à l'extérieur, tu es curieux de tout et tu vois l'autre. Et pour moi, sans même faire d'effort, ta relation à l'environnement change. Parce que tu peux pas... Tu le vois comme une partie de toi. Et comme tu as de l'amour pour toi et de l'estime pour toi, tu n'irais pas faire mal à l'autre. Alors qu'à l'inverse, quand tu es dans ce côté très auto-centré, c'est l'autre, tu t'en fous en fait. C'est de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de nourrir cette image que je fais bien. Et donc en fait, j'en ai rien à faire de l'autre. Je le vois par exemple dans des milieux où, par exemple, on accueille des migrants. Il y a des gens qui vont vouloir jouer, je dis pas que tout le monde fait ça, heureusement, mais ils vont vouloir jouer ce rôle de sauveur. Et ils vont pas demander de quoi a besoin l'autre, ils vont lui dire, tiens, pour que je te sauve bien, il faut que je te fasse ça, 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 ça. Et ils vont presque infantiliser l'autre, ils vont lui dénuer de son pouvoir d'action. Et c'est contre-productif au possible. Donc encore une fois, c'est la différence entre le fond et la forme. Et je crois que on a tous cette responsabilité-là. Moi, je ne crois pas à ce que l'information viendra d'en haut et qu'on va faire changer les gens. C'est encore une fois une imposition et une contrainte. Et face à une contrainte, on est mis dans un système de défense. On n'est plus en capacité de réfléchir, de rentrer en relation avec l'extérieur. On est dans ce repli sur soi et on va s'opposer à ça. Et ça donne les luttes écologiques, les luttes sociétales, etc., etc. Moi, je crois beaucoup plus à réveiller chez l'autre, justement, cet amour de soi, cette identité. Quand je me reconnais, quand je me vois, ben je vois l'autre, en fait, et je peux plus lui faire de mal. Je peux plus le traiter comme ça. Je suis déjà complet, j'ai plus besoin de lui pour me nourrir. Donc, je rentre dans une relation d'égal à égal. Je le reconnais, il peut se créer une harmonie. Alors que sinon, c'est une compétition. Je veux le tuer pour pas être tué. Il y a une phrase que tu as dite lors de notre rencontre. Tu as dit le petit est à l'image du grand. Toutes les crises du haut, on les vit à l'échelle individuelle. Et ça m'a pas mal fait réfléchir. Dernièrement, je me suis intéressée aux travaux d'un économiste de la décroissance qui s'appelle Timothée Parry, qui est passionnant, et qui dit que finalement l'indicateur du PIB, c'est un indicateur de l'agitation. Et moi, en tant que grande procrastinatrice, je sais que je peux beaucoup m'agiter sans créer de la valeur, ça je peux attester. Et que du coup, finalement, cet indicateur qui est au sommet, qui est un indicateur d'agitation, peut-être fait écho et miroir à nous qui sommes dans le faire, dans cette recherche de validation. Est-ce que tu
peux nous expliquer ce que tu voyais derrière cette phrase ou peut-être nous donner d'autres exemples de ce miroir en haut, en bas ou... Ça, c'est une phrase qui est répétée ou qui vient de l'alchimie, en fait. Et ils disent que le petit est à l'image du grand. Je peux te donner une autre image. C'est par exemple, si tu prends le corps humain, le nombre de neurones correspondrait au nombre d'étoiles dans l'univers. Tu peux le prendre à plein de niveaux différents comme ça. Mais oui, le petit est à l'image du grand. L'individu, les crises qu'on vit à titre individuel, on vit les mêmes au niveau crise collective. C'est pour ça que je crois beaucoup, moi, à l'action individuelle, en fait. Moi, je crois que l'homme s'est coupé un petit peu de cette intelligence naturelle. Je pense qu'il s'est coupé de la nature. Si on prend les civilisations plus anciennes, je sais pas, les Égyptiens ou autres, quand tu vois les intelligences ou avec quelle intelligence ils ont réussi à faire des choses, comment ça leur est venu. Même aujourd'hui, avec tous les progrès qu'on a, on est incapable de comprendre ou de savoir comment ils ont fait. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus connectés à cette nature. Nous, on s'est coupé de ça et on a essayé de la contrôler. Mais du coup, en contrôlant la nature, encore une fois, le petit à l'image du grand, on se contrôle nous, en fait. Et quand je dis contrôle, c'est qu'on se donne le rôle du con, on se limite, on s'empêche. Et c'est ce qui fait qu'en voulant contrôler la nature, on s'empêche nous-mêmes. Ou en s'empêchant nous-mêmes, on empêche la nature. Et l'action individuelle, justement, je crois beaucoup à une espèce d'harmonie ou d'équilibre. Quand suffisamment de gens auront pris conscience d'eux-mêmes, se seront donné de l'amour, le système va changer. Je crois qu'on est vraiment à un tournant là. On est vraiment à un tournant. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Et ça va être passionnant les prochaines années, je pense. Ça va être difficile. Voilà. Encore une transition parfaite. Parce que tu m'avais dit... lors de notre rencontre, les vraies choses de la vie sont difficiles. La leçon que j'aurais aimé savoir petit, tous les jours, on combat le difficile. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par là ? Ouais, justement, le difficile, c'est-à-dire que ça va demander de l'énergie en face. Le même exemple que tout à l'heure sur la pesanteur, il y a la gravité. Et il faut de l'énergie pour se mettre debout. C'est plus facile de rester allongé que de se mettre debout. Rester allongé va me demander moins d'énergie. Se mettre debout va me demander de l'énergie. Donc c'est plus difficile d'être debout qu'être allongé. Et souvent, en fait, notre cerveau, notre ego, justement, lui, il va choisir la voie du facile. C'est plus facile de ne rien faire que de faire quelque chose de nouveau. Et c'est là où, justement, tu vas ressentir de la peur. L'amour, c'est difficile. La vie, c'est difficile. Sinon, tu vois, avec ces images même qu'on nous présente de vie facile, tu te retrouves à dire moi j'ai pas eu de chance quoi, ou moi j'ai pas les bons outils, ou moi je suis pas suffisant, ou moi je suis pas assez, ou moi je suis... Et en fait tu te retrouves interdit à accéder à ça parce qu'il te manquera toujours quelque chose. Tu vas te créer du manque ou du désir ou autre, alors que t'as exactement la même chose que l'autre. Et oui, c'est difficile. Respirer, c'est difficile. Vivre, c'est difficile. Et je crois que c'est important d'avoir cette leçon parce que ça me responsabilise. Ça dit, je suis l'acteur de... Et pas, tiens, il y a une fatalité et donc moi, je suis fait pour souffrir et j'ai pas ce qu'il me faut, ou je vais jalouser celui qui a et moi, j'ai pas. Alors que c'est pas la réalité. Dans la réalité, on pourrait prendre n'importe quel exemple. Il n'y a pas de prédétermination, il y a des facilités, il y a des avantages, mais il n'y a pas de prédétermination. Rien n'est impossible. Tu as des gens qui arrivent à traverser la mer à la nage sans avoir de bras et de jambes, tu vois. Ils n'ont pas de quelque chose en plus. Ils le font, en fait. J'ai accompagné une jeune femme qui est la plus jeune française à avoir monté l'Everest. Et elle le dit elle-même, j'ai rien de plus que quelqu'un d'autre. Si tu veux le faire, fais-le. Il n'y a rien qui... Alors que si elle avait écouté peut-être les choses extérieures, elle est une femme, elle est jeune, en plus elle était étudiante en médecine, donc avec pas un emploi du temps facile pour faire ça. Et en fait, ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'écoutent pas ces interdictions. Ils le font. Ils se laissent être. Et oui, c'est difficile. Et ce que je découvre aussi en faisant, parce que j'ai beaucoup été paralysée par manque de confiance, par plein de raisons, mais ce que je découvre avec l'action, c'est que oui, c'est difficile, mais on y trouve de la joie en fait. Carrément. Parce que tu te laisses être. T'imagines si toute l'énergie qu'on mettait à s'empêcher, toute l'énergie qu'on mettait à se juger, toute l'énergie qu'on mettait à se limiter, toute l'énergie que tu mets à peut-être tous les jours à te dire du mal de toi, à te limiter, à t'empêcher, à te dire que t'es pas la bonne personne, que c'est pas... Si toute cette énergie tu la mettais à te faire du bien,
Et être soi, ça demande aucune énergie, en fait. C'est là où tu te rends compte que, ou même dans les relations, tu te rends compte que être en relation avec l'autre, ça ne te coûte rien, au contraire, ça t'enrichit de quelque chose. Tu vois, c'est cette intelligence que tu te transmets. C'est comme un maître et un apprenti. Le maître qui enseigne l'apprenti, il se dépossède pas de quelque chose. Au contraire, il vient créer chez lui une intelligence, un savoir supplémentaire. Il va lui ressembler sans être lui. Et finalement, les deux seront enrichis parce que l'apprenti aura fait de l'autre aussi le maître. Donc en fait, les deux sont gagnants. C'est comme un feu qui se propage. C'est pas j'enlève à Pierre pour donner à Paul. Je perds pas quelque chose, bien au contraire. Et être moi, je me rends compte que plus je le suis, plus je gagne. Parce que j'ai rien à perdre. Alors que sinon, c'est justement, si je tiens à mon identité, je peux être dépossédé de quelque chose. Et donc je vais avoir peur, oui, il me manque quelque chose et je veux avoir plus. Mais du coup, si j'obtiens quelque chose de plus, je vais me l'attacher à mon identité et je vais avoir peur de le perdre. Et donc pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, toi en tant que personne aujourd'hui, t'as pas peur du regard des autres, t'as pas peur qu'on te dise qu'on t'aime pas ou Non. c'est ok. C'est ok, ouais. J'aime ce que je suis. C'est pas tous les jours facile, hein. Et bien sûr que c'est difficile. Mais plus je le fais, plus c'est facile. J'ai rien à perdre, je suis juste moi. C'est pour ça que je t'ai dit en début, t'es qui? Enfin, présente-toi, je suis juste moi, en fait. Si j'avais dû être fait autrement, je serais autrement. Et en fait, tu vois, j'ai bien aimé une phrase sur l'estime de soi qui disait que l'estime, c'est la note qu'on se donne par rapport à ce qu'on voudrait être ou ce qui devrait être. Donc, quelque part, c'est je devrais être autrement. Mais ça, c'est le début de la souffrance parce que je refuse ce qui est là, en fait. Mais comment je pourrais être autrement? Est-ce que tu te rends compte que le monde ne serait pas le même si tu n'étais pas là? Ce serait pas ce monde-là si tu n'étais pas là. Et on peut le dire pour tout le monde. Le monde ne serait pas le monde tel qu'il est si tu n'étais pas là. C'est montrer l'importance de l'individu, en fait. Ce serait pas le même monde. T'enlèves une personne, ce serait pas le même monde. Et on peut pas se rendre compte de la portée de l'action individuelle. Mais on pourrait se dire, sans cette personne-là, ça serait peut-être mieux, non? Tu vois ça comment? Qui peut le dire, en fait? C'est comme ça. Donc c'est imaginer que ce serait autrement, mais c'est pas possible. Je veux changer ce qui est. C'est tout le discours du moment présent. C'est je refuse ce qui est. Et forcément, c'est de la souffrance. Tu pourrais être devant le plus beau paysage et dire oh là là, je voudrais qu'il pleuve. et quelque part souffrir de ça. Alors que si tu acceptes, ok, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Une personne, imagine que, je sais pas, regarde, le monde n'aurait pas été ce monde-là sans Hitler, quelque part. Une personne. Et peut-être que si Hitler avait rencontré une rencontre qui l'avait touché, qui lui avait fait quelque chose, peut-être que le monde serait différent. On se rend pas compte de ce qu'une action peut faire. C'est l'effet papillon, tu vois. Et donc se dire que j'ai le pouvoir de changer le monde. À mon échelle, comment? Savoir que qu'est-ce que je laisse rayonner de moi? Est-ce que je laisse rayonner l'amour de ce que je suis? Est-ce que je laisse rayonner de l'amour? Est-ce que je laisse rayonner du positif, de l'acceptation globale, juste ce que je suis? Est-ce que je prends ma place entièrement dans ce truc? Ou est-ce que je plante de la peur? Et je m'empêche du jugement ou autre. Et je vais me plaindre que je vois du jugement autour de moi. Mais c'est ce que je sème, en fait. Ouais, j'aime beaucoup l'idée. Merci beaucoup. Quand j'ai découvert ta page Instagram, j'ai été touchée par les textes que tu écris. Tu as vraiment un don pour ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Donc, j'invite d'ailleurs tout le monde à aller visiter ta page Instagram. On rappellera les comptes à la fin. Et il y a un très beau texte. Tu écris « La souffrance est le seul message qui m'indique que je ne suis pas dans le moment présent. Cette souffrance, elle est l'illusion créée par le mental, par ses mémoires égotiques, ses points de fermeture à moi-même. La souffrance n'existe pas si je ne la nourris pas. Elle disparaît immédiatement, laissant toute sa place à la seule vérité qui relie tout, l'amour, le divin en moi et en toute chose. » C'est très très beau. Merci. Souvent dans notre façon d'aborder la vie, en tout cas pour ma part c'était le cas, je me dis souvent que quand j'aurai ça, je serai heureuse, quand j'aurai tant d'abonnés, quand j'aurai tant de chiffre d'affaires, etc., je serai enfin heureuse. On met toujours notre bonheur dans le futur. Nous ne sommes pas une société, je trouve, très connectée au présent. Pourquoi, selon toi, et comment fait-on pour réinvestir ce précieux présent et aimer ce qui est ? Ça passe par déjà observer ce qui est. Observer ce qui est, c'est observer ce que je suis et ne rien rejeter. Si je suis triste, je suis pas non plus pour la pensée positive ou la psychologie positive. Si je suis triste, c'est accepter cette tristesse. Je suis triste. Et en fait, c'est assez drôle, c'est qu'à partir du moment où tu l'acceptes, ok, elle est là, mais c'est plus une souffrance, elle est là.
Et en fait, dans la vie, c'est pareil. On voudrait rejeter certaines choses. Tu vois, comme on disait, le bien, le mal. On voudrait l'un sans avoir l'autre. Tu peux pas avoir le bien sans le mal. Tu peux pas avoir le beau temps sans la pluie. Tu peux pas avoir le jour sans la nuit. Donc, quelque part, vouloir rejeter des parties, c'est pas possible. Et c'est là où, forcément, ça crée une souffrance. Donc, je voudrais ou je manque de. Et revenir au présent, c'est des choses très simples. C'est revenir à son corps. Revenir... comment je suis en train de respirer, comment je suis en train de ressentir mon corps. Des choses aussi simples que ça. Revenir à qu'est-ce que je vois maintenant, qu'est-ce que je sens maintenant, et de ne pas refuser. C'est là, ok, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Le présent, il est là partout. En fait, c'est comment arrêter de se couper du présent. Bah, tu vois, si tu te dis demain, après-demain, ou en fait, on passe notre vie c'est comme si on construisait une maison. Le passé, ce serait les fondations, le présent, la pièce dans laquelle on vit, et le premier étage ou le toit demain. Tu commences pas à construire une maison par le toit. Et si les fondations sont bancales, tu vas creuser, tu vas les consolider, ça viendrait pas à l'idée de, on fait ça tout le temps. Les gens vivent demain. Ils vivent au premier étage ou au deuxième étage alors que le premier n'est pas construit. Ah, quand j'aurai le premier étage, Et en fait, ils décorent le premier étage, ils décorent tout ça, mais ils savent même pas s'ils pourront y aller, en fait. Et ça te donne des gens qui croient que c'est la destination qui fera le résultat, et ils en oublient le chemin. Et ils se rendent pas compte, où ils se retrouvent bloqués parfois par un minuscule obstacle, et ils se disent, ça y est, je suis bloqué. Et juste en regardant l'objectif, en regardant demain, s'ils regardaient maintenant, ils pourraient voir l'obstacle et le contourner, faire en sorte de le contourner pour rejoindre leur intention. Mais on sait pas demain. Ouais. Ça, c'est une idée que j'apprends aussi. Souvent, on idéalise l'arrivée. Et en fait, on voit des citations qui disent que finalement, c'est le chemin qui compte. Et j'ai même vu une citation qui disait finalement, c'est la compagnie sur le chemin qui compte, les gens avec qui on est. Et en fait, dans ton exemple de maison, peut-être que ce qui serait chouette, c'est d'apprendre à aimer construire ce rez-de-chaussée en fait et savourer chaque étape comme ça. Mais comme une relation, si tu vis une relation, on va parler d'un couple, dans des objectifs, quand on aura des enfants, quand on aura une maison, tu vois, tu construis un extérieur. Ça me fait penser à une phrase, je sais plus qui disait ça, faudrait chercher, mais avec l'argent, tu peux acheter une maison, mais tu peux pas acheter un foyer. Tu vois, ça se nourrit de l'intérieur. Une relation, c'est pareil. Si je la base sur sa façade, elle sera jamais vivante. C'est un appartement témoin. Et ok, il est peut-être très beau, mais il a aucune vie. Et à un moment donné, ça se sent qu'il n'y a pas de vie. Et juste arriver au bout de sa vie et se dire « Waouh, j'ai eu un super appartement témoin. » Ok. Mais ça arrive à des millions de personnes. Et à l'inverse, se dire, ok, aujourd'hui, je vis ça, c'est comme ça aujourd'hui. Demain, ça viendra jamais. Hein. On n'habitera jamais demain. On n'habitera jamais hier. Le seul moment où on habite, c'est maintenant, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ? Ouais, merci beaucoup. Ça va faire partie de mes dernières questions. Pour rester dans ce thème, parce que ça me passionne vraiment, des fois quand je regarde Instagram, parce que je suis une droguée d'Instagram, je vois des vies parfaites à l'autre bout de la planète, sur des plages de Bali, et je me dis que ma vie, elle est vraiment pourrie. Et du coup, avec ces réseaux sociaux, on a l'impression il y a des recettes du bonheur. Et moi, même si je suis encore spectatrice, ça me convient pas. C'est quoi le bonheur pour toi ? Le bonheur, c'est maintenant. Tu vois, le bonheur, c'est à la bonne heure. La seule heure qui existe, c'est maintenant. Le bonheur, c'est être avec ce qui est. C'est la liberté de s'exprimer. C'est la liberté de s'affirmer. Le bonheur, c'est juste vivre, en fait. Tu te rends compte la chance qu'on a. On a la chance de pouvoir respirer. On a la chance de voir ce qu'on voit autour de nous. On a la chance de pouvoir toucher quelque chose. On a la chance de pouvoir dire quelque chose. Le bonheur, il est dans ces choses toutes simples. Tu vois, comme je te disais, l'argent, ça n'a jamais acheté un foyer. Ces images qu'on voit, après, c'est pareil. C'est comment je les regarde, en fait. Est-ce que je me contente de la façade ? Et oui, la façade est peut-être magnifique, mais est-ce qu'on connaît la vie de ces gens-là ? Je t'avais parlé du Club des 29, des gens qui, en apparence, ont tout ce qui
qui seraient enviables et qui finissent par se suicider, Kurt Cobain, Amy Winehouse ou autres. Et à l'inverse, t'as des gens qui semblent ne rien avoir, et on les a tous croisés, hein, et ils dégagent quelque chose. Le bonheur, c'est ce que je choisis, en fait. C'est ce que je choisis à l'intérieur. Est-ce que je choisis la peur, le manque, le désir, ou est-ce que je choisis juste l'amour ? L'amour, tu vois, pour moi, c'est comme la peur, c'est comme la gravité. Il est partout, en fait. C'est à quel point je me referme à lui. L'amour, il demande juste qu'on s'ouvre à lui. Il demande aucun autre effort. Et c'est nous qui nous coupons de lui. C'est nous qui nous coupons de la vie. La vie, elle est partout. C'est nous qui nous en coupons. Donc c'est reprendre cette responsabilité, en fait. Personne ne m'a blessé. J'ai été blessé dans une situation. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je choisis que cette blessure me définisse ? Ou est-ce que je choisis de faire avec ça ? Trop bien. Et l'hypnose peut aider du coup à avancer comme ça, à reprogrammer notre inconscient. Exactement. On ouvre justement cette barrière qu'est l'ego. On ouvre cette barrière et on élargit notre état de conscience et donc on se connecte à cette intelligence supérieure. Jung l'appelle ça l'inconscient collectif. T'as des gens qui vont appeler ça les annales akashiques, où on se connecte à quelque chose de plus grand. L'amour, quand on aime quelqu'un, on s'ouvre à ça. On pourrait déplacer des montagnes pour ça. Il y a plein de techniques différentes. La respiration, le breathwork, il y a énormément de techniques qui peuvent nous ouvrir. Moi, je crois que ce qui nous touche, en fait, et ce qui va nous faire changer, c'est justement la rencontre à l'autre. Tout ce qui va nous faire changer, c'est des rencontres à l'autre. La rencontre à l'autre, ça va être peut-être un livre, ça va être un mot, ça va être un paysage, ça va être un... Et en fait, ce que je rencontre à ce moment-là, et je pense que ce qui me touche, c'est une partie de moi, en fait. Ça vient faire vibrer une partie de moi qui était un peu en sommeil. Et c'est comme si, du coup, l'autre me la révélait. Je me révèle à travers l'autre. C'est pour ça que la relation est ultra importante. Mais du coup, comment je vais à la rencontre de cette rencontre ? Est-ce que j'y suis ouvert ? Prêt et curieux à me rencontrer, qu'est-ce que ça va faire vibrer chez moi ? Ou est-ce que j'y vais fermé en défense de il peut m'attaquer ou il doit me donner quelque chose ? Trop bien. La question de la fin, ça s'appelle Les Vivantologues, ce podcast. Moi, je suis passionnée par ce qui nous rend vivants à l'intérieur et à l'extérieur de cette planète. Qu'est-ce qui te rend vivant ? C'est peut-être un peu comme le bonheur, mais est-ce que tu as quelque chose en plus qui particulièrement fait pétiller ton être ? Là, je vais rester dans la même lignée, c'est la rencontre à l'autre. Pour moi, c'est garder cette énergie de curiosité, de dire qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce que je peux apprendre maintenant. Et je suis fasciné et nourri par ces rencontres, en fait. Dans chaque moment, je me dis, tiens, il n'y a pas de hasard, qu'est-ce que je dois apprendre aujourd'hui de ce moment-là ? Et qu'est-ce que je peux offrir dans ce moment-là ? Et ouais, ce qui me rend vivant ou me fait vivre aujourd'hui, c'est... Mais je suis curieux, en fait. Je suis curieux de ce qui va se passer et justement de l'illimité que je peux rencontrer. Je t'avais parlé, et je vais replacer la phrase, de seuil de tolérance à l'extraordinaire. Je suis curieux de l'extraordinaire que je peux rencontrer. Je place aucune limite. Et vraiment, c'est une croyance ou une foi profonde. Il n'y a aucune limite, rien n'est défini. Je suis pas fataliste. Moi, je crois que tout peut changer en 1/10 de seconde, en fait. Je crois pas que... Enfin, les miracles, ils sont partout et ils peuvent être partout. Je crois pas qu'on va foncer droit dans le mur ou c'est écrit. Non, je crois pas à tout ça. Je crois que tout peut changer en 1/10 de seconde. Une petite étincelle, un tout petit truc. On sait même pas comment notre univers s'est créé. C'est quoi le tout petit élément qui a créé ça ? Donc oui, on peut tout bousculer en une demi-seconde. Mais je le vois tous les jours, que ce soit dans ma vie perso ou dans les gens que j'accompagne. Je suis incapable de dire le petit élément qui a changé quelque chose. Mais je vois des réalités se transformer entièrement. Mais pour ça, il faut aller explorer. Pour ça, il faut s'ouvrir. Il faut juste s'ouvrir. Merci beaucoup, Nicolas Millet. Je t'en prie, merci à toi. Pour retrouver le travail de Nicolas Millet, rendez-vous sur son site internet millet, MILET-6 hypnothérapie.com, sur sa page Instagram Nicolas Millet-8 hypnothérapie ou directement sur la plateforme de prise de rendez-vous Therapies pour vous faire accompagner par ce thérapeute talentueux et passionné. Merci pour votre écoute, nous serions heureux de savoir avec quoi vous repartez de notre échange, qu'est-ce qui vous a parlé en particulier. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez également laisser un avis sur les plateformes de diffusion ou le partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre aide précieuse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations autour de la notion du vivant.